si je veux couper mon micro, en fait, il faut que j'enlève le… Tu vois, c'est chiant, il faut que j'enlève le plein écran. Ça y est, on est en live. Ok. On est en live, super. Il est 11h pile. On est à l'heure. On vous laisse voilà, nous écrire un petit message sur le chat. Hop, je vais faire pareil. Hop là. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans ce web séminaire. Alors, vous êtes nombreux, très, très nombreux déjà de connecter. Là, ça augmente, 120, 130. Je crois que vous êtes plus de 240 inscrits. Un peu de partout en France et même, je crois qu'on a dépassé les frontières. J'ai vu des Belges, des Suisses. Donc, n'hésitez pas à nous dire, voilà, un bonjour toulousain, super. Eh bien, parfait. Bonjour d'Allemagne. Ah bah c'est super. Vive le virtuel pour ça. Eh bien, on va commencer. Du coup, bienvenue dans ce web séminaire de Trajectoire Tourisme. Donc, Trajectoire Tourisme, on est un organisme de formation pour les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un web séminaire en partenariat avec la MONA, donc mission des offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine, puisque chaque mois, on vous donne rendez-vous pour 1 heure sur un web séminaire pour aller décortiquer un sujet d'actualité, une tendance liée au secteur du tourisme. Et aujourd'hui, on va vous parler du tourisme virtuel. Où en est-on en 2020 ? Alors, vous avez peut-être déjà expérimenté du tourisme virtuel dans vos pratiques. Peut-être que vous avez découvert votre future chambre d'hôtel avec du 360. Peut-être que lors d'une exposition dans un musée, vous avez fait une expérience de tourisme virtuel. Ou peut-être que pendant le confinement, vous avez continué à voyager avec de la VR. Puisque effectivement les 2 confinements que nous vivons ont permis de faire émerger pas mal d'initiatives et de propositions en termes de tourisme virtuel pour permettre aux gens de continuer à voyager malgré le contexte actuel. Du coup, pendant cette heure, on se demandera quelles sont les spécificités du tourisme virtuel. Quels sont ses avantages, comment on peut le mettre en place et l'intégrer dans son expérience, son parcours client, comment voilà, ça peut s'inscrire avec du tourisme bien réel. Et pour ce faire, j'ai invité donc Elsa Lelandais, qui est chargée de création images et vidéos à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous pour parler du tourisme virtuel aujourd'hui. Eh bien, super. Alors, avant de commencer ce live très enrichissant, il y aura plein d'exemples, vous verrez plein de choses concrètes données par Elsa. Je vous fais un petit point sur la technique, sur l'utilisation de Livestorm, donc l'outil que nous utilisons pour faire ce webinaire. Je vois que ça marche très bien, mais voilà, vous pouvez réagir pendant ce live via le chat. Vous avez aussi l'onglet questions. Donc, c'est là où il faudra poser toutes vos questions. Et si vous voyez des questions qui ont déjà été posées et qui vous intéressent, n'hésitez pas à les liker. Vous avez un petit triangle à côté d'une question. Ça nous aidera à mieux faire le tri. Vous aurez aussi un sondage. Donc, ça va arriver très rapidement. Donc, pour y répondre, il faudra aller dans l'onglet sondage. Si vous rencontrez des petits problèmes techniques, vous ne nous entendez plus, vous ne nous voyez plus, je vous invite à vous reconnecter en utilisant le même lien que vous avez reçu par mail. Et vous utilisez de préférence le navigateur Chrome. Et je vous invite aussi à fermer toutes vos applications, les mails, les réseaux sociaux, etc. Pour éviter d'avoir des interférences. Et la dernière recommandation, c'est pour éviter d'être dérangé par les notifications sonores, il vous suffit de désactiver la cloche qui est en haut de votre écran. Comme ça, tout se passera au mieux. Voilà, je crois que j'ai fait le point sur la technique.
Du coup, Elsa, je te laisse la parole. Merci. Alors, oui, l'idée, c'est de voir effectivement pendant cette présentation où on en est du tourisme virtuel en 2020. Donc, Samantha le précisait en introduction, c'est vrai que cette année, on peut se dire que les usages numériques et les virtuels, c'est clairement immiscé au sein de nos foyers, au travers de tous nos écrans, d'ordinateurs, de smartphones, de télévision. Donc, on a une expérience du virtuel très forte, mais je vais couper court à tout suspense, à savoir si le tourisme virtuel va remplacer le tourisme tout court. Pour moi, en fait, ça reviendra à se demander si le virtuel va remplacer le réel. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit à propos. Donc, je ne vais pas me poser la question comme ce charmant jeune homme au pull multicolore, à savoir est-ce que je ne pourrais plus que faire du surf sur mon matelas de ma chambre au lieu d'aller directement à Bali. Mais on va plutôt regarder comment le virtuel peut répondre à de nouvelles interrogations ou en tout cas à des réflexions qui étaient déjà existantes, mais qui s'accentue. Parce que si 2020 a accéléré les usages du numérique et du virtuel, en tout cas, elle a accentué certaines réflexions, tout simplement pour le consommateur de savoir comment il va pouvoir voyager différemment, quels impacts cela aura pour lui de profiter de certains loisirs. Donc, c'est vrai qu'on doit se poser la question, en tout cas, nous, secteur du tourisme, de réinventer les vacances. Donc, on est en plein questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire demain d'aller voyager, d'aller retrouver un certain exotisme si effectivement je me retrouve à Bali avec un casque de réalité virtuelle? Qu'est-ce que c'est que le goût de l'aventure? Ou encore le déplacement? Faut-il que je m'éloigne loin pour trouver des désirs d'évasion? Donc, effectivement, recréer des imaginaires de voyage. Peut-être que le virtuel peut être un atout pour ce type d'action, redonner le goût de l'attente et redéfinir des prochaines évasions. Et enfin, on voit qu'effectivement, ça, c'est plutôt le secteur du tourisme qui s'interroge, mais on a aussi, de part des nouveaux voyageurs, des nouveaux touristes, des nouvelles attentes, d'inspiration innovante, de réassurance. En effet, aujourd'hui, l'espace public, l'espace extérieur, il va falloir se le réapproprier. On le voit, on est confiné à nouveau en ce moment. De nouvelles émotions. On a eu des émotions différentes cette année et on veut en recréer, on veut se retrouver, se re-rencontrer. Et enfin, voilà, on parlait de voyager différemment, on entend aussi beaucoup de voyages éthiques. Qu'en est-il aujourd'hui de la préservation environnementale si je voyage, si je me déplace? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les réalités immersives dans le domaine du tourisme. Donc, en effet, il y a plusieurs technologies. Quand on parle de tourisme virtuel, il y a plusieurs technologies qui peuvent effectivement être réalisées. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se focus clairement sur la réalité virtuelle parce qu'on ne pourra pas tout exploiter lors de cette présentation. Alors, je vais vous lancer une vidéo pour qu'on soit tous à niveau et voilà, qu'on comprenne tous. Vous allez me dire si vous entendez bien. La réalité virtuelle, ce n'est pas un nouveau concept psychanalytique, non. La réalité virtuelle, pour faire simple, désigne le principe de s'immerger dans un monde virtuel à l'aide de différents accessoires technologiques. Prenons par exemple Nina, qui est fan du jeu My Little Licorne. Eh bien, grâce à la réalité virtuelle, elle peut, à l'aide d'un casque, être totalement immergée dans le royaume de Pépette, sa licorne arc-en-ciel, et par exemple, voir son écurie à 360 degrés. Mais Nina rêve aussi de devenir pilote de machine de chantier. Et bien de la même manière, la réalité virtuelle va pouvoir l'aider à s'entraîner plus facilement. Et pour Eric, le père de Nina, fan de foot et globetrotter, la réalité virtuelle lui permet de regarder des matchs comme s'il était au stade ou de se promener dans plein d'endroits super cool, tout ça sans bouger de son salon. Et dans le futur, la réalité virtuelle permettra de faire plein d'autres choses, comme préparer des opérations chirurgicales, naviguer différemment dans les réseaux sociaux, ou même expérimenter la sensation de marcher sur Mars. Bon, par contre, avec la réalité virtuelle, il faut aussi savoir garder les pieds sur terre. Voilà, pour la définition de la réalité virtuelle, peut-être juste simplement faire un distinguo avec la réalité augmentée. La réalité augmentée, en général, on l'utilise avec un écran, avec un smartphone, et on va aller implémenter des éléments virtuels dans un décor bien réel. L'exemple le plus parlant, le plus concret, c'est Pokémon Go. Là, nous, on va bien parler de réalité virtuelle, donc avec un casque, notamment sur les yeux et aussi sur les oreilles. On va être en immersion totale en 360 dans un univers totalement recréé. Alors, peut-être, je vais laisser la main à Samantha. Juste vous demander à tous si vous avez déjà vécu donc vraiment l'expérience de la réalité virtuelle, donc celle avec un casque en immersion totale.
Donc, si vous avez suivi mes recommandations techniques, vous allez utiliser l'onglet sondage et vous pouvez répondre dès maintenant. Donc, oui, non, ou alors si vous n'avez pas suivi la vidéo que vient de nous transmettre Elsa, voilà, vous avez la troisième option. Qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? J'en profite aussi pour vous informer que ce webinaire, il est enregistré. Donc, vous le recevrez par mail pour ceux qui se sont inscrits directement dans votre boîte mail à l'issue du live. Vous pourrez aussi retrouver le PowerPoint, le PDF là, que nous présente Elsa, et on vous mettra aussi les liens vers les vidéos qu'on va vous faire découvrir pendant ce live, notamment pour ceux qui pourraient avoir des petits soucis sur la technique, mais je crois que ça fonctionne plutôt bien parce que vous étiez assez unanime sur que vous avez bien entendu et bien vu la vidéo, donc c'est super. Alors, au niveau du sondage, c'est 64% ont déjà expérimenté la réalité virtuelle et 36% non. Et tout le monde a bien compris ce que c'était la réalité virtuelle, donc Elsa, c'est bon, le message est passé, je pense. Vous pouvez aussi nous partager peut-être en commentaire le type d'expérience que vous avez fait. On pourra échanger à la fin de la présentation. Au moment des questions, ça peut être intéressant aussi de partager les pratiques. Alors, la réalité virtuelle, on va voir que ça peut être une technologie avantageuse au sein de l'expérience utilisateur. L'idée, c'est de voir à quel moment de l'acte touristique on va pouvoir avoir une application de réalité virtuelle. Donc, je vous propose plusieurs temporalités. La première, pour attiser la curiosité et donner envie. Donc là, on va vraiment être en amont de l'expérience touristique. On va être plutôt à un objectif, une valeur inspirationnelle. Ensuite, pour tester avant de consommer, là, on le verra, on va être juste avant une pratique, une activité. Enfin, pour agrémenter des visites, effectivement, la réalité virtuelle va être partie prenante de certaines visites. Et on regardera aussi quelques expériences insolites. Ça me semblait aussi opportun de vous montrer ça. On va voir aussi que la réalité virtuelle permet aussi de faire des choses qu'on ne pourrait peut-être pas exploiter autrement. Et les expériences insolites pourront, elles, être employées à différentes temporalités. Alors, en premier lieu, pour attiser la curiosité et donner envie. Et pareil, je vais lancer l'exemple. On va regarder, puis on va commenter après. Alors, je vais juste avancer la vidéo. Hop. Promise 100% real. We offered ordinary people to take a virtual tour of Ireland. And while they were busy exploring Irish nature, the streets of Dublin and the typical... Donc là, on voit, on a alpagué des passants pour leur proposer de vivre une expérience en réalité virtuelle, et voici ce qui se passe en simultané. Donc on voit qu'il y a un décor concret qui les entoure. Et évidemment, on va leur demander d'enlever le casque. Voilà pour l'expérience. Donc là, en fait, avec cette expérience, on a joué vraiment sur la porosité, sur les frontières entre le réel et le virtuel. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve qu'en fait, les passants, les personnes qui ont vécu cette expérience en réalité virtuelle vont vivre plein d'émotions durant l'expérience. La première émotion, bien sûr, c'est la surprise. Donc, on voit que la réalité virtuelle peut être vecteur d'émotions, donner aussi des sensations bienfaisantes qu'on pourrait retrouver dans la destination. Là, pour le coup, il se trouve que c'est une marque de bière, Old Irish, qui a fait cette expérience, mais on pourrait tout aussi bien imaginer que ça pourrait être des acteurs de la promotion touristique de l'Irlande qui auraient pu effectivement créer ce type d'expérience où on survole l'Irlande, on se retrouve dans une ville puis dans un pub, et en fait générer des émotions. Donc la première chose, c'est des émotions générées à l'utilisateur, mais l'autre pendant, c'est aussi de se dire qu'en faisant en créant une expérience de réalité virtuelle, on va aussi se doter d'un caractère assez innovant. Là, la marque, elle dit, voilà, nous, on innove. En plus, on vous donne un capital sympathie, de la convivialité. C'est aussi plein de traits de caractère, une identité relative à la marque qu'on
qu'on va adosser là à la marque ou pourquoi pas à une destination et qui va d'autant plus nous donner envie d'aller se rendre sur place. Le double effet, mais en fait, c'est la vidéo que l'on vient de voir. Parce qu'effectivement, au-delà de l'installation qui est plutôt lourde, puisqu'en fait, on a la réalisation d'une expérience virtuelle, on a la réalisation d'un décor, mais en fait, ils ont été assez malins parce qu'ils ont filmé en fait l'expérience et le fait d'avoir fait cette expérience devient une vidéo virale qu'on va pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux. On prend mieux l'expérience, mais surtout derrière aussi, on va exposer la destination. Voilà. Et vous allez voir sur chaque slide, je remets un petit peu les réponses aux attentes. Là, on a des nouvelles émotions et c'est des inspirations assez innovantes. Alors, Elsa, juste, je te coupe. On a eu une remarque de certains participants qui disent que la vidéo, elle lag. C'est vrai que même moi, de mon côté, ça lag un petit peu. Donc, pas de souci. De toute façon, comme je le disais au tout début, vous aurez le replay. Et on va aussi vous partager le PDF. Donc, vous aurez les liens vers les vidéos si vous voulez, après ce live, les visionner vraiment correctement. Et puis, Elsa est là aussi pour un petit peu commenter ce que certaines peuvent peut-être ne pas voir correctement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis aussi le lien qu'on a vu directement dans l'onglet questions. Ça marche. Et puis voilà, moi, je vais aller peut-être un peu plus vite et je pourrais plus commenter les autres vidéos si ça perdure. Alors, on va passer à la deuxième temporalité pour tester avant de consommer. Alors, sur la gauche, on va parler des vidéos 360 immersives. Avec l'exemple, là, je vous ai mis une image en fait d'une vidéo 360 du Club Med de Val Thorens. Donc là, en fait, on va pouvoir présenter aux prochains touristes un hébergement et en fait assurer le choix, conforter les avis des nouveaux touristes. Donc là, c'est l'exemple d'un hébergement. Ça pourrait être d'autres lieux, ça pourrait être même une visite emblématique. On sait en fait que quand on part voyager, on va reconnaître ce que l'on connaît déjà. On l'a tous fait pour partir, feuilleter le routard, regarder des reportages, aller checker des vidéos sur Pinterest, etc. Donc, on sait qu'aussi, c'est important d'aller inspirer et d'aller là, on est clairement dans la réponse à l'attente de la réassurance. On va rassurer. Et donc, les vidéos 360 pourraient devenir le nouveau catalogue, en fait, là, pour le coup, des chambres, des hébergements, mais de toute autre destination. Ce qu'on va faire en plus d'une photo lambda, on l'a tous fait aussi, réserver un hôtel grâce à une photo et être un petit peu déçu sur place parce que la lumière était bien prise, l'angle était bien cadré. Là, on va être d'autant plus transparent avec la vidéo 360 parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui va regarder, qui va pouvoir même scruter tous les angles de la chambre. Donc, en fait, on est vraiment dans une authenticité plus forte. Voilà, donc là, on est vraiment dans la réassurance. Et on informe d'autant plus les touristes de leur prochaine destination. Et à droite, donc un exemple là, avec le département de l'Isère qui a créé avec Odoxo aussi des vidéos 360 pour répondre à 3 objectifs. Donc, valoriser les sites de plein air, inciter à la pratique d'une activité physique et régulière, mais aussi la nécessité de protéger le patrimoine naturel. Donc là, on est aussi dans la réponse à la préservation environnementale. Alors, je vais vous le montrer quand même un petit peu. Là, l'idée, je vais couper le son, je vais commenter en même temps. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, on va proposer une activité de spéléologie. Donc, vous allez voir, c'est moi avec ma souris qui va vraiment guider là où je veux regarder. Donc là, je regarde les personnages, mais je pourrais regarder à côté. Voilà. Donc là, on peut se dire qu'on est juste avant l'activité. On pourrait se dire, voilà, il y a un groupe de personnes qui vient faire de la spéléologie. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui stressent un peu, ils sont un peu anxieux. On pourrait leur dire, écoutez, on vous propose un casque avec une réalité virtuelle, on vous propose les 2-3 premières minutes de l'expérience. Comme ça, vous allez sentir, avoir des premières sensations. En fait, c'est un peu une prévisualisation de l'expérience en tant que telle. Donc, on peut rassurer pour des expériences extrêmes, des expériences outdoor. On peut penser à d'autres publics, des publics transgénérationnels, des grands-parents, pourquoi pas, qui amènent justement leurs adolescents faire des choses extrêmes. Ils n'ont pas forcément envie de les accompagner. Par contre, on pourrait leur présenter cette fois-ci quelque chose d'un peu plus long, une expérience de 20 minutes, leur dire, en fait, vous allez faire le même parcours. Par contre, vous serez assis au chaud, mais à la fin des expériences, vous allez pouvoir discuter avec vos adolescents et partager votre ressenti. On pense aussi à d'autres publics, notamment à mobilité réduite. Ça peut être une première alternative
pour réaliser un peu des activités particulières comme la spéléologie. Alors, en 3, pour agrémenter des visites. Donc là, on va le voir, en fait, la réalité virtuelle va être partie prenante de la visite. C'est ça qui va faire déplacer les visiteurs. Donc, encore un exemple. Alors, cette fois, je vais essayer de laisser la vidéo parce que les commentaires sont intéressants. Vous me direz si c'est OK. Ils sont montés dans ce bus de l'époque soviétique pour voyager et plus précisément pour remonter le temps. Ces visiteurs n'ont finalement que faire du véhicule. C'est grâce à leurs lunettes de réalité virtuelle qu'ils découvrent Berlin-Est avant la chute du mur. Pour parvenir à ce résultat, les employés de ce musée ont notamment collecté des photos et des vidéos de l'époque. Es sind unterschiedliche Materialien, also natürlich viele Archive in Berlin, wo wir uns durchgeschaut haben, natürlich auch viele Online-Archivmaterialien, also das jetzt aufzuzählen, das war immens lang. Deswegen, also haben wir das alles zusammengefügt und dann entsteht daraus sozusagen die neuen Häuser, neuen Gebäude. Le musée Time-Rad a réussi à reconstituer plus de 500 maisons, tout en haute résolution. Les images de départ en 2 dimensions ont dû être remodelées pour pouvoir passer en 3D et pour que l'utilisateur des lunettes obtienne cet effet d'espace entre chaque bâtiment. Voici par exemple l'une des places emblématiques de la ville, Alexanderplatz, ou encore Checkpoint Charlie, l'un des postes frontières qui séparait l'Est et l'Ouest de Berlin. Voilà, donc, oups, j'espère que ça a bien fonctionné. Là, l'idée, c'est de voir qu'effectivement, les visiteurs ont payé pour cette expérience, qui est clairement une expérience dans le virtuel. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, aujourd'hui, on peut recréer des époques, des ambiances qui n'existent plus. On le voit assez régulièrement dans les expériences de réalité virtuelle. En général, on voyage au-delà de l'espace, on voyage dans le temps. Mais c'est intéressant aussi de voyager dans le temps pour des reconstitutions. Un autre exemple avec le rocher de Carla dans le Cantal, où là, en fait, on va venir in situ sur le lieu de la forteresse, mais de temps à autre, on va être dans le réel, parce qu'on va regarder effectivement les lieux. Ah, si c'est bon. On va regarder les lieux, mais de temps à autre, on va mettre le casque en réalité virtuelle parce qu'en fait, il y a des édifices, il y a des éléments qui n'existent plus. Donc, on va pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, recontextualiser, recréer en fait la cité médiévale telle qu'elle l'était à l'époque. Donc, c'est intéressant pour ce type de site historique. Et au-delà en fait de la reconstitution, on va pouvoir apporter des informations. Donc, c'est intéressant en termes de médiation culturelle aussi, d'aller vers ce type d'outils pour apporter des informations, mais aussi, et pourquoi pas, pour gamifier l'expérience, pour aller chercher de nouveaux publics, notamment plus jeunes, qui seraient peut-être moins enthousiastes de venir sur ce type de visite. Donc, on va chercher d'autres publics. Gamifier, ça veut dire rendre en fait l'expérience ludique, reprendre en fait les codes du jeu vidéo que connaissent ce type de public et aller associer effectivement des visites et des informations complémentaires. Alors, en 4e, pour des expériences insolites. Alors, ça me semblait aussi percutant de vous parler d'autres expériences parce qu'on l'a un petit peu mentionné. C'est vrai qu'en fait, la réalité virtuelle va pouvoir nous offrir la possibilité de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc, peut-être vous connaissez, elles sont assez connues. On peut notamment voler au-dessus de grandes villes comme Paris. On peut se retrouver au fin fond de l'espace. Donc, effectivement, c'est des choses que de toute manière, on ne pourrait pas faire dans la réalité. 2 exemples ici, la reconstruction d'un bobsleigh. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce type de pratique. Donc là, c'est la Plagne qui a décidé de recréer le bobsleigh et avec une expérience de réalité virtuelle. Ça peut être intéressant à différentes temporalités. En amont, pourquoi pas dans un salon. Là, on va créer des émotions fortes. Et c'est intéressant parce qu'on va ancrer ces émotions fortes auprès de l'utilisateur potentiellement nouveau touriste. Et le fait d'avoir des émotions fortes, ça donne en fait une certaine proximité, une certaine relation avec la prochaine destination. On va peut-être se dire, en fait, c'était le bobsleigh de la Plagne. Tiens, en fait, j'irais bien visiter en vrai.
ou autre temporalité, a posteriori, pourquoi pas proposer aussi, même si une personne est déjà venue in situ, lui proposer des expériences après, a posteriori, pour retrouver des émotions, pour recréer des bénéfices. C'est vrai qu'en général, quand on revient de voyage, on est encore un peu sur notre petit nuage, on est encore un peu ambiancé, hein, on a envie de garder certains types de lumière, certains contextes. Ça peut être intéressant d'exploiter cette temporalité, en tout cas nous, dans le secteur du tourisme, du voyage. On crée aussi des souvenirs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire perdurer? On a envie de faire perdurer les bénéfices. C'est peut-être intéressant d'apposer du virtuel à ce moment-là. Et puis, un autre exemple que là, je trouvais un petit peu étonnant, déroutant de vous proposer, c'est la Joconde par le Musée du Louvre, parce que là, en fait, le côté insolite, c'est le fait d'être en tête-à-tête avec la Joconde, parce que, à part cette année, ou peut-être entre les deux confinements, on était peu nombreux au Louvre à voir la Joconde. En général, c'était un moment assez collectif. Et donc, le Louvre a choisi de créer une expérience en réalité virtuelle pour se retrouver face à face avec elle. Donc, je peux vous montrer un peu la vidéo. Alors, je vais peut-être avancer aussi. Alors, il y a beaucoup d'interviews, mais pour vous, effectivement, vous montrer qu'en fait, on va se retrouver face à elle, on va la connaître d'autant plus. Donc, effectivement, encore une fois, la médiation culturelle, c'est intéressant. C'est un moment exclusif, en fait, hein, au-delà d'être insolite avec elle. Et puis là, on va aller décloisonner, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà même du cadre de la peinture, ce qui est intéressant parce qu'on ne peut pas vraiment le faire au musée. On va replacer la Joconde dans son vrai décor. Donc, c'est intéressant d'aller exploiter en fait les hors-champs, tout ce qu'on ne peut pas voir clairement quand on fait une visite de réalité virtuelle. Voilà, donc là, on va répondre à des attentes de nouvelles émotions et d'inspiration innovantes. Voilà pour les 4 temporalités du parcours touristique. Et je voulais ajouter à cette présentation 2 notions qui me semblent importantes de connaître, en tout cas de s'intéresser si on veut réaliser une expérience de réalité virtuelle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes à 60-70% à avoir déjà fait une expérience de réalité virtuelle. Une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, en général, l'effet de surprise est passé, on a un peu compris. Donc, comment on fait aujourd'hui pour aller un peu plus loin, pour être un peu innovant? Donc, l'immersion, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est assez important de le penser parce qu'en fait, quand on va être en 360, l'utilisateur, donc on va avoir le casque, on va être immergé dans un nouveau décor. Et si on prend un petit peu de hauteur et qu'on pense le virtuel comme les images mouvantes, au début, on avait donc le cinéma, ensuite est arrivée la télévision, puis le smartphone, maintenant le casque en réalité virtuelle et très prochainement les lentilles. Apple est en train de travailler dessus. Donc, on se rapproche de plus en plus du regard. Et on va casser tout le hors-champ. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en 360, il n'y a plus de hors-champ, il n'y a plus de 4e mur, comme on appelle ça au cinéma. On est immergé et en fait, on va regarder où on souhaite. Voilà, donc il va falloir se dire, si on veut faire une expérience de réalité virtuelle, comment on va guider l'utilisateur? Parce qu'en fait, quand on regarde une vidéo, il y a un montage, il y a des gros plans, des plans larges. Quand on vise un gros plan, on indique à l'utilisateur, voilà, il faut que tu regardes cet élément-là, l'action se déroule ici. Là, les actions, en fait, elles peuvent se dérouler partout et à la rigueur, je peux choisir là où je veux regarder. Donc, il va falloir implémenter, en fait, des leviers. Pourquoi pas un personnage qui va parler? Du coup, ça va nous indiquer de regarder dans telle direction. Pensez aussi à l'importance de l'univers sonore. Aujourd'hui, on peut spatialiser le son. Donc, en fait, le son spatialisé va pouvoir aussi nous indiquer, nous attirer de regarder tel ou tel endroit. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si l'on peut choisir de regarder à tel ou tel endroit, on devient plus acteur que spectateur. Et le fait d'être acteur, le fait de choisir, le fait de se sentir très proche d'un univers, donc ça pourrait être très proche d'une destination, on sait qu'aujourd'hui l'immersion est vecteur d'empathie. Donc on pourrait aussi créer une proximité avec une destination. Reprenons l'exemple de Bali, je me retrouve à Bali, j'y suis jamais allée. Néanmoins, le fait d'avoir pu regarder où je veux, le fait d'avoir peut-être eu des sons, le son, on sait que ça peut être aussi très intrusif.
le fait d'avoir déclenché une relation particulière avec cette destination, pourquoi pas d'empathie, pourra déclencher et initier des prochains projets de voyage. Et aussi, le sentiment peut déclencher d'autres types de comportements. Un autre exemple, le Machu Picchu, demain ou dès aujourd'hui même, régule son nombre de visiteurs. Donc, si on n'a pas la chance de visiter le Machu Picchu en vrai, on peut le faire en réalité virtuelle. Il y a National Geographic qui a déjà fait ce type de projet. Et l'idée, peut-être pour un site comme le Machu Picchu, mais pour d'autres, c'est d'aller, au-delà de donner une proximité et de promouvoir la destination, c'est d'aller faire passer des messages grâce à l'immersion vecteur d'empathie, des messages peut-être de changement de comportement des voyageurs de demain. Alors, la deuxième notion, c'est l'interaction. On le voit effectivement en haut à droite. On va pouvoir utiliser ses mains. On va pouvoir déplacer des objets grâce au joystick. Vous dire quand même qu'aujourd'hui, il y a des casques qui arrivent aussi à reconnaître vos mains. Donc, on va pouvoir, en bougeant ses mains, en pinçant, déplacer des objets ou aussi se téléporter. On pourrait penser, encore une fois, pour l'expérience dans le tourisme, d'avoir une carte autour de soi et d'aller pincer pour faire des choix de telle ou telle destination. Donc, on voit que déjà qu'on était un peu acteur avec le regard, on l'est d'autant plus parce qu'on va pouvoir se sentir impliqué avec ses gestes. Donc, effectivement, si on est impliqué, on est d'autant plus engagé. Effectivement, ça me semblait important aussi de vous parler de ces sphères de proximité. Donc, on l'a vu, il y a le regard, il y a les mains, il y a les bras, mais surtout la grosse différence par rapport à nos écrans, parce qu'aujourd'hui, le virtuel, on le vit au travers de nos écrans. Là, l'écran, il n'existe plus. Et si l'écran n'existe plus, ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre corps est modélisé dans l'univers et on prend conscience de notre corps. On va pouvoir se déplacer. Il est possible de se déplacer, je veux dire physiquement, pas en téléportation. Donc, effectivement, il y a plusieurs zones. Alors, pour prendre un exemple très concret, dans le réel, une situation lambda, on fait un pique-nique dans la campagne. La zone de perspective, c'est les arbres au loin. La zone d'action, c'est les enfants qui jouent autour de nous. La zone personnelle, c'est le fait de parler avec ses amis. La zone intime, c'est le fait de manger un sandwich. Et on va voir qu'en fait, plus on se rapproche, bien évidemment, plus on est intrusif. Donc, il faut prendre en compte et en conséquence, en fait, le fait que l'utilisateur est entièrement, corporellement intégré, immergé dans un univers à 360. Et les éléments, on parlait tout à l'heure du personnage ou des éléments ou des objets, doivent être aussi pensés en ce sens. Parce qu'en fait, on va engendrer des réactions émotionnelles fortes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu effectivement des personnes qui font des expériences de vertige ou même des expériences en jeu vidéo avec des personnages un peu qui font peur. Voilà, on a cette proximité très forte. Mais au-delà de la proximité, on peut parler aussi d'exploration. C'est aussi assez intéressant de faire un parallèle avec l'exploration parce qu'on va aussi envie d'explorer avec son corps. Et je trouve ça intéressant dans le secteur du voyage, du tourisme, de faire un parallèle entre qu'est-ce que c'est que l'exploration aujourd'hui dans le virtuel, qu'est-ce que c'est l'exploration de demain dans le voyage, tout simplement. Donc, on va avoir un fort engagement dans les expériences de réalité virtuelle et on va avoir aussi des émotions multisensorielles, de son, de regard, de toucher, mais aussi de déplacement finalement. Et ce sont des émotions qui vont être très ancrées. C'est vraiment un vecteur, un nouveau médium très fort. Et il faut aussi, je pense, prendre conscience de cela. Alors, s'approprier ces techniques. Alors, Elsa, je te coupe quelques secondes. Là, vous avez, voilà, n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc, pour toutes vos questions, utilisez l'onglet questions et on prendra un temps à la fin pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est prévu. Voilà, c'était l'aparté. Alors, s'approprier ces techniques. Une fois qu'on se dit tout ça, les différentes temporalités, les notions à connaître,
Si moi, je veux créer une expérience de réalité virtuelle. Donc, on va dissocier deux types. Il y a vraiment les vidéos 360, comme celle de la spéléologie, qui sont effectivement plus accessibles, plus faciles à réaliser. Et puis, il va y avoir les vidéos en réalité virtuelle que j'associe plus effectivement avec les notions d'interaction et d'immersion. On peut faire des vidéos 360 pour offrir des visites complémentaires sur tel ou tel lieu, hein, avec des informations en plus. On pourrait proposer des casques VR, pourquoi pas dans un musée ou dans un office de tourisme, pour montrer des exemples de destinations ou d'activités, hein, au-delà d'une brochure ou d'une vidéo. Ça pourrait être intéressant de montrer voilà, quelque chose d'un peu insolite, une activité outdoor, un petit bout de tyrolienne, un tout petit bout pour teaser et pour donner envie en fait aux touristes qui sont là d'aller vraiment faire cette activité. On peut agrémenter, on l'a vu, d'informations complémentaires les visites pour valoriser la dimension pédagogique. Et puis, en amont, aussi réaliser des vidéos 360 qui fonctionnent sur Facebook dans des posts. Hein. Facebook héberge et prend en charge très bien les vidéos 360. Donc, c'est aussi voilà, des posts qui peuvent être intéressants pour des taux d'engagement. Donc, on peut utiliser assez facilement quand même quelques premières expériences dans le domaine du secteur du tourisme. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, quel matériel, quel coût, quelle diffusion? Alors, c'est non exhaustif, hein, je n'ai de part chez personne, mais pour vous donner quelques exemples, donc pour la vidéo 360, on peut effectivement acheter une caméra, donc c'est la petite caméra carrée noire à droite qui va enregistrer des vidéos, donc des images en 360. Une fois qu'on a son image en 360, on va pouvoir effectivement la mettre sur YouTube, Facebook, Vimeo. Donc, pourquoi pas sur son téléphone. Et une fois qu'on a son téléphone, on peut glisser son téléphone dans des cardboards. Donc, c'est les casques en carton. Et effectivement, ça donne, une fois qu'on met le cardboard sur ses yeux, c'est un peu l'idée du stéréoscope. Ça donne la sensation un petit peu de relief. Voilà, ça, c'est pour effectivement les premières expériences un peu accessibles. Si on va aller plus loin, là, il faut des casques plus performants, comme l'exemple là de l'Oculus Quest 2, qui est sorti il y a 3 semaines, qui coûte environ 350 €. Vous dire quand même qu'il y a en fait 2 gros types de casques. Les casques autonomes, donc comme l'Oculus, où il y a déjà les joysticks, donc on peut déjà jouer sur l'interaction. Et puis, il y a des casques filaires qui vont là être plugués sur des ordinateurs qui vont demander des compétences supérieures. Voilà. Et puis, la modélisation d'un quartier. On l'a vu avec l'exemple de Berlin. Si on veut, même si on veut un rendu très réaliste, il va falloir remodéliser le quartier. Parce que si on veut rajouter des personnages, si on veut rajouter de l'interaction, si on va rajouter de la profondeur et de l'effet 3D, on est obligé de passer par cette étape. Alors, encore une fois, je ne suis pas agence de réalité virtuelle, mais des recherches, de ce que j'ai pu constater, voilà, on est à peu près dans cet ordre de prix. Ça peut être plus, c'est vraiment pour vous donner une idée. Voilà. Et puis, vous précisez qu'au-delà des casques, il y a aussi des salles spécialisées dans la VR. En tout cas, il y en a de plus en plus. Nous, on l'a constaté, de salles en réalité virtuelle qui se créent. Voilà, il y a de l'affluence. Il y a notamment beaucoup de jeunes qui s'y rendent. Donc, elle propose beaucoup de jeux vidéo, mais pour en avoir fait quelques-unes, on a eu le témoignage aussi de salles qui souhaitent en fait proposer d'autres types d'expériences. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment des grands-parents qui amènent leurs ados ou leurs enfants ou leurs petits-enfants faire des jeux de réalité virtuelle. Par contre, les grands-parents faire des jeux vidéo avec des zombies sont pas vraiment sûrs, mais leur proposer notamment, ils ont pu proposer l'expérience de Versailles qui a été réalisée par Google Art and Culture. Et là, on se retrouve dans le château de Versailles. Pareil, on est seul, on peut visiter comme on le souhaite le château. Et pour l'avoir fait, c'est vrai que c'est assez magique de se retrouver dans la galerie des glaces, d'aller pointer vers tel ou tel objet, d'aller se rapprocher vers telle ou telle statue. On trouve aussi des informations complémentaires. Ça donne vraiment l'envie
d'y retourner en vrai. Voilà, de dire j'exploite tout, je vais dans tous les recoins, et puis après, je vais aller quand même en vrai pour ressentir autre chose. Mais ces deux émotions ce ne sont pas les mêmes, elles sont complémentaires. Voilà, et puis je l'ai dit, on a effectivement plusieurs plateformes de diffusion qui prennent en charge le 360, Facebook, YouTube, Vimeo. Alors, pour conclure, on peut peut-être se remémorer les attentes qu'on avait pointées dès le début, qui sont les attentes de réassurance, les attentes d'émotions fortes, les attentes d'expériences innovantes, mais aussi les envies de préservation environnementale. Donc, la réalité virtuelle, on l'a vu, permet d'expérimenter pour mieux choisir. On va répondre aux attentes de réassurance, d'augmenter la qualité de la pratique touristique. Donc là, on est plutôt en fait dans les innovations, les envies d'innovation, et de proposer elle peut aussi proposer des expériences inaccessibles dans le réel. Là, on ressent des envies et une réponse d'émotions fortes. Et puis enfin, pour conclure, moi, je voulais vous parler aussi d'un dernier exemple qui sort un peu du champ de tourisme, mais qui me paraît intéressant d'évoquer, notamment pour répondre au questionnement de préservation environnementale. C'est l'exemple du laboratoire de recherche de l'Université de Stanford, qui, pour contribuer justement à prendre conscience de ça, a réalisé en fait une expérience de réalité virtuelle d'une barrière de corail qui est assez réaliste, d'une barrière de corail dans 10, 20, 25 ans, pour voir effectivement les effets concrets, pour le coup, d'aujourd'hui, du réchauffement climatique, en tout cas de problématiques qui ne sont pas forcément très perceptibles dans la réalité. Donc, l'objectif de ça, c'est effectivement de déclencher une prise de conscience, c'est de poster l'utilisateur en rôle de témoin, on l'a vu, grâce à la proximité avec l'univers, grâce à l'interaction, grâce aux émotions fortes qu'il va ressentir, grâce au fait qu'il va pouvoir peut-être être acteur au sein en fait de l'expérience en elle-même. Donc, ça me paraissait intéressant de terminer là-dessus, de faire le petit clin d'œil en disant, pour mieux prendre conscience d'une réalité qui va peut-être ou sûrement, je ne sais pas, exister en tout cas aujourd'hui, on passe peut-être par un certain média ou une certaine expérience plutôt virtuelle. Voilà, et puis pour terminer sur le secteur du tourisme, on a vu qu'effectivement la réalité virtuelle pouvait avoir un rôle et pourrait s'avérer être utile dès la recherche d'inspiration jusqu'à l'achat effectif du package. Et puis sans suppléter le réel, on voit quand même que le virtuel en général donne envie de se rendre in situ. Voilà, ça va être le moment des questions. Donc la réalité virtuelle, c'est assez fascinant. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur comme ce personnage au pull vert qui sans doute fait un jeu vidéo avec des zombies. Mais je vous donne, donc comme disait Samantha, on vous donnera la présentation avec aussi d'autres documents, articles ou cahiers des tendances ou cahiers des innovations qui m'ont été utiles en tout cas pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et puis je suis disponible pour échanger pour les questions. Merci Elsa, c'était très riche. Alors, je regarde les questions. Alors, on a une question de Isabelle. Compte tenu du coût que peut représenter la réalité virtuelle, Oui. Est-ce que ces expériences, elles peuvent être commercialisées parce que pour une destination ou un site culturel, ça peut vite devenir cher. Est-ce que dans ton expérience et tes recherches, est-ce que l'utilisation de la VR, est-ce que c'est simplement un coût marketing comme on a pu le voir sur par exemple le pub irlandais Oui. ou est-ce qu'on peut l'intégrer dans le coût d'une visite? J'imagine que c'était peut-être un peu ça Oui, j'entends. Ça peut en fait. Alors effectivement, peut-être il y a effectivement le côté marketing. Ça peut être un contenu marketé. Ça peut être aussi une expérience à part entière. Si on se dit que l'expérience est en part entière, moi je pense qu'on peut la monétiser.
Moi, ça m'est arrivé à titre personnel d'aller dans un musée pour faire une visite et on m'a dit, bah voilà, si vous payez 5 € en plus, à la fin, vous avez la visite en réalité virtuelle. Voilà, je crois que c'était un musée à Bruges parce que les pays un peu nordiques sont un peu plus à la pointe sur ce type d'expérience. Effectivement, j'avais fait la visite d'un musée et à la fin, en fait, c'était le musée de la ville, en fait. Et je crois qu'à la fin, on était tous dans des. Ils avaient quand même fait une mise en scène. On avait des bancs en bois. On s'installait. Et là, on faisait la visite de la ville, pour le coup, il y a 2-3 siècles. Donc, en fait, soit on faisait la visite lambda, soit on rajoutait. Alors, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est un complément, en fait. J'imagine que c'était de l'ordre de 5 €. Et effectivement, on avait un quart d'heure de réalité virtuelle en plus. Donc, je pense que c'est possible. Ok. Toujours dans l'idée de ce budget, mais je pense qu'il faudrait que tu remontres éventuellement la slide où tu présentais les masques, enfin les casques. On a une question. Quel budget approximatif pour la mise en place d'une telle visite, de l'idée à la concrétisation? Alors, je pense que ça dépend de la visite. Alors, redis-moi. Alors, oui, sur les coûts, moi, je vous ai donné effectivement quelques coûts, notamment pour la vidéo 360. Pour la réalisation d'une expérience en réalité virtuelle, moi, je pense qu'il faut se faire accompagner. Les coûts, c'est très compliqué parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il y a une modélisation en fait, du contenu. Donc, tout dépend si c'est une salle de musée, si c'est un quartier, etc. Après, effectivement, il faut un nombre de casques. Donc, imaginons le Oculus Quest, bon, bah, c'est 350 €, il faut le temps de casque. Il y a effectivement le fait que ça perdure dans le temps. Je ne peux pas vous donner un coût précis. Voilà, c'est assez délicat pour moi. Je pense que c'est au cas par cas. Ok. Une question de Jennifer qui nous dit, en période de confinement, comment on peut proposer de la réalité virtuelle à distance, sachant que peu de personnes, ou en tout cas les clients n'ont pas forcément, les personnes n'ont pas forcément un casque virtuel. Est-ce que là concrètement, est-ce que les structures peuvent se lancer dans du tourisme virtuel sans passer par un professionnel? Alors, sans passer par un professionnel, pour moi, c'est la vidéo 360 qu'on va utiliser effectivement sur Facebook, sur YouTube, plutôt justement en inspirationnel ou en produit un peu marketé. Par contre, aujourd'hui, effectivement, le gros enjeu pour la réalité virtuelle, c'est la démocratisation des casques. Alors, on ne sait pas encore aujourd'hui où ça en est. Derrière Oculus, derrière le casque blanc, en fait, maintenant, c'est Facebook. Donc, Facebook n'arrête pas de se targuer en ce moment. Alors, je ne sais pas, c'est Facebook qui le dit, qu'ils en vendent beaucoup plus que ce qu'ils en espéraient. Et effectivement, le point d'orgue, ça va être Noël. Est-ce que des personnes vont acheter ce casque? Est-ce qu'en gros, est-ce que le casque va remplacer notre smartphone? Parce que demain, c'est un peu ça. Oculus aujourd'hui, là, on a parlé beaucoup de tourisme, mais dans différents secteurs, on peut utiliser la réalité augmentée, notamment dans la formation, mais aussi, on pense télétravail. Oculus Go, là, a sorti une vidéo où on voit effectivement une personne qui fait du télétravail, mais au lieu d'avoir un écran, un ordinateur, elle met son casque. En fait, donc là, on est vraiment dans des réalités mixtes parce que le casque va proposer aussi de la réalité augmentée, va voir son écran chez lui. Et voilà, donc là, on est vraiment dans un cadre… c'est vraiment le questionnement des usages. Est-ce qu'on va migrer vers ce type de casque? Effectivement, en termes de… Si on est confiné, il faut qu'il y ait un support qui reçoit les expériences. Donc, soit c'est le casque en réalité virtuelle. Moi, je pense que dans un premier temps, on peut essayer aussi les vidéos 360. Alors, c'est vrai que ça existe déjà depuis un certain temps, mais on peut essayer de trouver, c'est peut-être dans le récit, dans la narration des vidéos 360, avec des acteurs qu'on peut être un peu innovants dans la narration en fait, de son histoire. Au-delà, en fait, simplement du médium en tant que tel. Mais aujourd'hui, oui, YouTube, Facebook, Vimeo. Après, effectivement, il faut s'assurer que les personnes ont des casques. Ça peut peut-être changer. On le voit, le virtuel prend une place de plus en plus importante. Noël sera peut-être indicateur. Ok. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Une question de Alice. Avez-vous une idée des chiffres dans le secteur du tourisme ou de la culture concernant la conséquence du virtuel sur la fréquentation de sites touristiques ou culturels? Alors, moi, j'ai pas de chiffres. Par contre, ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de monde au cinéma
depuis qu'on peut regarder des films en streaming. Et il n'y a jamais eu autant de monde dans les musées depuis qu'on peut regarder des œuvres sur Google Art and Culture. Donc, je ne sais pas si ça peut remplacer. Encore une fois, moi, je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire si le virtuel va englober le réel. En tout cas, le virtuel existe vraiment. C'est plus impressionnant parce que, comme tu disais, le casque, voilà, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de filtre. Donc, ça paraît impressionnant. On a l'impression qu'on va passer dans une nouvelle ère. Mais en fait, c'est exactement les mêmes usages que votre smartphone. Mais voilà, ce qu'on disait, c'est le corps, effectivement. Voilà. Pour vous donner juste une idée de téléchargement, j'ai juste le nombre de téléchargements de l'expérience virtuelle de la Joconde, qui a été téléchargée 16 000 fois pendant le premier confinement. Voilà, ça donne une idée. Est-ce qu'après, ça va remplacer? Après, c'est tout à chacun. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas les mêmes émotions. Après, je pense que la question, c'était au-delà de est-ce que ça va remplacer, c'est est-ce qu'on a des chiffres déjà, des études qui montrent l'impact sur, est-ce que ça, par exemple, si on utilise une technologie de VR ou de réalité augmentée dans un musée ou dans un site, est-ce qu'on voit qu'il y a eu une augmentation significative du nombre d'entrées? Est-ce que ça a permis d'attirer de nouveaux publics? Tu disais notamment sur… Alors, moi, je ne sais pas. Hein, je ne travaille pas dans un musée. Je n'ai pas de chiffres, pour être honnête avec vous. Après, effectivement, de déployer, de dire qu'on crée une expérience innovante, en fait, c'est aussi une façon, on le disait, de médiation culturelle. C'est les nouvelles façons d'aller raconter des informations complémentaires. On voit les musées, au début on avait des guides, on avait des brochures, certains sont passés par les flashcodes. Donc en fait c'est en fonction des usages, il faudra s'adapter, j'imagine, au public. J'ai pas d'études, alors je pourrais peut-être regarder pour justement avec la présentation et les liens, si je trouve effectivement des chiffres, ça peut être intéressant. J'avoue que j'ai pas là aujourd'hui. Ok. On a une question de Philippe qui demande est-ce qu'on a des preuves que le virtuel peut être vecteur d'empathie? Est-ce que il y a eu des cas où on a pu utiliser la VR pour faire passer plus facilement un message et en tout cas sensibiliser peut-être les utilisateurs à tel ou tel… Je pense que tu en vas expliquer, mais… Ouais, je crois qu'il y a des études, mais en tout cas, il y a des autres usages. En tout cas, il y a des expériences de réalité virtuelle réalisées pour des seniors, des personnes âgées dans les EHPAD, mais aussi pour sensibiliser au harcèlement de rue, au harcèlement au travail. Donc, en fait, on s'est rendu compte que la proximité génère de l'empathie et que parfois, pour déclencher des actions de la part de certaines personnes, il faut leur faire prévisualiser la scène. Voilà. Donc, je crois bien qu'il y a des études. Non, l'empathie, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est clair que, oui, voilà, je pense aux personnes dans les EHPAD, à cette sensibilisation, effectivement, au harcèlement du travail. Je crois que c'est le réalisateur Inaritu qui a fait une expérience de réalité virtuelle qui a été diffusée pendant le Festival de Cannes, qui se passait in situ dans un pays en pleine guerre pour expliquer en fait ce qui se passe. Et effectivement, son idée derrière tout ça, c'était de créer une certaine empathie. Donc, mais l'empathie, elle s'explique aussi parce que voilà, on se sent proche en fait. Hein. Donc, c'est un déclenchement d'émotions. L'empathie, on peut la trouver aussi dans plein de médiums, ne serait-ce que le livre. Mais là, c'est vrai que ce sont des émotions décuplées. Super. Bon, en tout cas, ça intéresse beaucoup les participants parce que les questions arrivent. Il y en a plusieurs qui ont parlé de aussi l'utilisation de la VR dans les jeux vidéo, où c'est dans les jeux vidéo où on a la VR qui est le plus avancée, en tout cas son utilisation. Est-ce que tu as un avis? Est-ce que du coup les jeux vidéo peuvent aussi être intégrés dans le milieu du tourisme, parce que je sais qu'il y a notamment Assassin's Creed qui proposait qui remodelait complètement la Rome antique. Est-ce que toi, tu as un retour, une remarque là-dessus? La VR, ça reprend les jeux de vidéo dans le sens où c'est interactif. Donc c'est les mêmes codes.
Après, il faut avoir la chance qu'un studio parle de notre destination pour pouvoir s'appuyer sur une expérience de réalité virtuelle. Mais encore une fois, la réalité virtuelle, c'est le téléphone ou l'ordinateur de demain. Aujourd'hui, on fait des jeux vidéo sur une console avec une télévision ou avec un ordinateur. Demain, on n'aura peut-être plus de télévision, on n'aura peut-être plus de téléphone, on aura un casque et on jouera au travers de la réalité virtuelle. C'est des médias qui se confondent. Hein. Donc après, utiliser un jeu vidéo pour promouvoir sa destination, oui, ça peut être totalement intéressant. C'est d'autres projets. Oui, Assassin's Creed, oui, il y avait la Rome antique, il y avait Paris aussi. Je crois qu'il y avait justement utilisé, quand Assassin's Creed était sur Paris, avait justement fait des expériences de réalité virtuelle. Les deux se confondent. La différence entre... non, je ne vais pas dire différence. Le lien entre la réalité virtuelle et les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle la gamification, en fait. Hein. C'est de créer un récit où on interagit, où on va faire des choix, où peut-être l'expérience va être très personnelle parce qu'en fonction de ses choix, on ne va pas faire la même suite du jeu vidéo que son ami qui va faire le même jeu vidéo. Donc, je crois que l'intérêt, elle est vraiment dans l'interaction. Anne-Marie qui nous dit que l'OT de Albi a proposé pendant le premier confinement une visite 360 avec des commentaires historiques et un jeu Albicraft. Voilà, donc il y a des initiatives qui fleurissent. On peut dissocier une expérience plus contemplative et une expérience plus active, qui va du coup se rapprocher du jeu vidéo. Bien sûr. Alors, je vais prendre une dernière question et après, on arrive à la fin, donc on va conclure ce web séminaire. Une question sur est-ce que finalement la réalité virtuelle, quand on l'utilise pour découvrir un lieu en amont ou une chambre d'hôtel, est-ce qu'il n'y a pas un risque de gâcher un peu l'effet de surprise et l'attente, l'excitation que l'on peut ressentir quand on découvre sans teasing? Clairement, oui. Clairement. Après, je pense que c'est tout à chacun de voir comment il a envie de voyager. Est-ce que lire le routard, voir plein de photos, c'est déjà pas un peu s'enlever une certaine évasion, une certaine exploration du territoire? Là, effectivement, on est encore plus proche. Je pense que c'est tout à chacun de dire soit je préfère être réassuré, ou au contraire, en fait, j'ai envie de découvrir sans déflorer avant ce que va être la destination. Mais oui, plus on se rapproche de tout ça, moins on va être surpris. Après, je pense que ce qui peut être intéressant dans le voyage, ce qui n'existera pas dans la réalité virtuelle, ça va être l'imprévu. Et peut-être que le voyage de demain, c'est aussi penser tous ces interstices. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais visité ma chambre, peut-être que j'aurais visité les sites emblématiques, mais en tout cas, pour les 2 sites emblématiques, d'aller visiter telle ou telle rue, d'aller rencontrer telle ou telle personne, c'est ça peut-être que je vais garder peut-être de mon voyage. Et peut-être que le voyage en réel, c'est d'aller effectivement penser ces moments-là, en fait, plus que ce qui est déjà en fait prévu, précommandé, prévisualisé. Très bien. Et une dernière question, la réalité virtuelle, est-ce que c'est un allié pour faire du tourisme durable et responsable? Question de Christelle. Bonne question. Alors, on peut le prendre par plusieurs entrées. Soit on se dit effectivement que pour limiter le tourisme de masse, on va proposer des alternatives. L'exemple du Machu Picchu, il y a tant de visiteurs par an, le reste, c'est en réalité virtuelle. Soit on se dit que dans l'expérience de réalité virtuelle, effectivement, je fais passer des messages, parce que là, la destination, je veux dire, aujourd'hui, sur ce site, il faudra agir comme ceci, comme cela. Donc ça, c'est des entrées où on peut se dire oui. De l'autre côté, utiliser la réalité virtuelle, utiliser un médium assez lourd, c'est utiliser aussi beaucoup de bande passante, ça pollue aussi. Donc, faut utiliser ce type de média en âme et conscience. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Elsa. Je te laisse peut-être mettre la slide de fin pour qu'on vous redonne le lien vers… comme je le disais, ce web séminaire est enregistré, donc le replay vous est envoyé et puis vous le retrouvez aussi sur le site de trajectoiretourisme.com.
webséminaire. Je vous remercie et merci Elsa pour ton expertise et ton intervention sur ce webséminaire qui était dédié donc au tourisme virtuel en 2020. On espère que voilà, ça vous a inspiré, que ça a répondu à vos questions et que ça vous donnera peut-être des pistes pour vous lancer ou non sur la technologie du virtuel. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et LinkedIn pour voilà, suivre notre actualité, les prochains web-séminaires. Donc, on en fait un par mois. Donc, là, en décembre, c'est la trêve de Noël, hein, mais le prochain arrivera en janvier et on vous dévoilera très prochainement la programmation 2021 avec donc, Trajectoire Tourisme et la MONA. Et puis, vous pouvez également suivre notre actualité concernant les formations continues que l'on propose aux professionnels du tourisme. Et merci, donc merci à tous. Merci. Et bon appétit. Il est midi, pile à l'heure. Super. Merci. Merci, au revoir.